Amis téléspectateurs, bonjour chez vous. Nous sommes au Presse Club en compagnie de monsieur Julien, le professeur Julien Révérend, Julien Tchakoudjian, qui est bien entendu le patron d'un parti politique, l'Union de Patriotes pour la République. Nous allons nous entretenir avec lui dans un cadre bien formel. Donc on va aborder le sujet concernant la politique internationale, la RDC et également le massacre qui a eu lieu en RDC. Vous allez commenter ces massacres en nous disant qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez comme en fait réaction par rapport à cette abomination. Dis-moi avant de commencer, parce que je vais faire un déboulé concernant votre parcours, un mot par rapport à ces massacres. Bon, c'est odieux, hein? Donc nous sommes dans une dynamique où le peuple réclame son droit. Et face à ce peuple, depuis que Joseph Kabila est là, c'est la répression, les enlèvements, ce sont les prisons, les emprisonnements et des tueries. Donc ce qui s'est passé le 19, le 20, le 21, le 22, donc la semaine qui a commencé le 19, ce qui s'est passé à Kinshasa, c'est inacceptable. Quelqu'un doit rendre compte de ça. Et je pense que Joseph Kabila porte la grande responsabilité dans ce massacre qu'il y a eu à Kinshasa la semaine du 19 au 24 janvier. Donc moi-même, le jour de l'anniversaire de martyr de notre indépendance, donc le 4 janvier 1959, 59, mais le 4 janvier 2015, vous m'avez vu d'abord le 1er, je suis sorti le 31 au 1er janvier en chemise rouge. Et beaucoup de gens se sont demandé pourquoi j'étais en chemise, chose que beaucoup ne voient pas chez moi, et que j'étais en chemise rouge. Et le 4 janvier, j'ai envoyé un message de vœux à notre peuple, où j'ai dit que l'année 2015 va être l'année rouge pour Joseph Kabila. Ce qui te double, partir ou aller aux élections. Et le 19, ça commençait. J'ai expliqué pourquoi j'étais en rouge le jour de la célébration des martyrs de l'indépendance. Et j'ai dit que, j'ai bien insisté que c'est l'année rouge pour Joseph Kabila 2015. C'est l'année de tous les enjeux. Donc, ça passe ou ça casse. Et je n'étais pas surpris de voir que le 19, le 20, le 21, le 22, le 23, toute la semaine de 19 était paralysée partout en République démocratique du Congo. C'est une fois dans notre histoire. J'ai eu des échos, même de chefs de police qui étaient en train de tirer sur ces gens, sur ces jeunes gens qui sortaient, sur notre population. La police a sorti les échos pour dire que c'est pour une fois. Ce peuple, nous avons l'habitude de faire tant et tout le monde fouille. Mais cette fois-ci, nous tirons, ils sont en train de venir. Premier jour, deuxième jour, on croyait que ça va être le 19, mais le 20, ils sont sortis encore. Le 23, la police ne pouvait plus tirer. Moi-même, j'ai pris un coup de fil avec le général Kanyama. Je l'ai appelé à Kinshasa pour dire, écoutez, tirez attention. Vous êtes en train de tirer votre peuple. Et le mercredi, la police n'a pas pu avoir le courage de continuer à tirer. C'est là qu'on va sortir les militaires. Donc c'est une situation que nous étions en train de suivre de très près avec les amis qui sont sur place à Kinshasa, dans l'opposition et dans la société civile. Mais je vous dis, mon frère, Roger Bongos, retenez ce que je vous dis aujourd'hui, quelqu'un va répondre de ces massacres. Quelqu'un va répondre, va continuer, vous avez 57 ans, bientôt au mois de mai vous aurez 58 ans. Vous avez l'âge qu'on appelle la vraie maturité politique, où vous deviez occuper des postes de responsabilité en RDC bientôt, après peut-être 2016, on verra, c'est Dieu qui choisit la destinée de chacun de nous. Vous êtes de formation sociologue et
théologien, donc c'est pour cela qu'on vous appelle d'abord révérend. Révérend, vous allez nous expliquer là-dessus. Votre parti a été créé, comme je disais tout à l'heure, UPR, ça a été créé en 2004 en revenant de Kinshasa quand vous avez fui la prise de pouvoir en fait de Joseph Kabila. Donc vous êtes à Londres depuis, vous parlez plusieurs langues, français, anglais et norvégien. Vous avez fait en fait un parcours extraordinaire depuis que vous êtes ici et aujourd'hui vous êtes dans le lobbying. Parce que le combat là doit se gagner aussi coulisses, comme on dit, dans les salons fêtrés, auprès de la communauté internationale. Donc vous avez fait un parcours extraordinaire de Londres, Washington, Bruxelles et aujourd'hui... le Vatican. Bien entendu, j'allais terminer avec ça. Bruxelles et Paris. Paris, mais vous voulez avoir la vraie consécration. Consécration, bien entendu, dans un État dans un État. Vous avez été voir le pape. Le pape qui est une autorité morale suprême de l'Église catholique. Quelle a été votre discussion? Vous avez passé, je pense, 7 jours là-bas à Londres. Vous avez parlé de quoi à Rome, je suis resté 7 jours. C'était en septembre 2013. Et j'ai eu l'occasion aussi, autour du dîner avec le Saint-Père, de rencontrer notre cardinal, Monseigneur Monsengo, qui est très proche qui est au Vatican maintenant, qui est très proche du souverain pontife. Et au dîner, en petit groupe, j'ai eu l'occasion à la fois de rencontrer pour la première fois le cardinal Monsengo physiquement. Et en même temps, j'ai rencontré d'ailleurs à Anvers, que j'ai fait une petite... Le Saint-Père avait voulu qu'on se rencontre autour de ce dîner. Pardonnez-moi, qui a organisé cette rencontre? Bon, ça, je ne veux pas dire. J'ai dit que j'ai rencontré le Saint-Père, a voulu que je sois avec lui en privé au dîner. Et ils se sont arrangés au Vatican. C'est un grand État, c'est une grande institution, pour que Monseigneur Monsengo soit avec nous à ce dîner. Et après le dîner, nous avons eu à échanger entre nous trois, l'ancien archevêque de Luebo, l'ancien secrétaire particulier du pape Jean-Paul II, Monseigneur Kabongo, et le cardinal Monsengo. Nous avons eu à échanger un peu sur la situation qui nous préoccupe, les destins de notre pays et de notre peuple. Et j'ai compris que nous tous, nous étions très préoccupés pour le futur du Congo. Mais j'avais dit au cardinal que je suis un instrument, priez pour moi, et nous allons vous soutenir, soutenez-nous pour que nous puissions ensemble trouver une solution pour notre pays. Monsieur Monsengo, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Depuis que je faisais mon doctorat au Canada, je l'ai lu beaucoup. C'était un érudit. Ah oui, un érudit. Oui, élevé par les Belges, hein, vous savez, dans une famille bien aisée. Hein, donc c'est quelqu'un que j'ai étudié personnellement comme théologien à Montréal pendant mes études de théologie. Et c'est quelqu'un qui a contribué beaucoup à l'histoire de l'Église. Et j'en profite pour le féliciter encore parce que le Saint-Père a trouvé en lui un élément important pour la réforme de l'Église catholique universelle. C'est une grande reconnaissance pour l'Afrique et pour le Congolais. Et j'ai beaucoup d'admiration pour cet homme et de l'Église. Et je sais que avec sa position actuelle autour du Saint-Père, parce qu'ils sont 7 ou 8 autour du Saint-Père pour la réforme de l'Église universelle, et je pense qu'avec cette position, nous aurons au moins l'œil attentif du Vatican sur l'avenir de notre pays. L'avenir de notre pays. Alors, en 2006, je reviens par rapport au Vatican. Le Vatican avait donné comme victoire aux élections, victoire au niveau des élections 2006 de Jean-Pierre Mbemba et bien sûr le fameux Joseph Kabila. Aujourd'hui, on voit, en fait, il y a un revirement. Le Vatican ne dit rien.
pas de réaction virulente sur ce qui se passe. C'est seulement l'Église a fait une certaine déclaration, la Synco qui a fait une déclaration en disant que voilà, il faudra arrêter avec ces massacres, mais cela ne suffit pas de faire que des déclarations. Je ne pense pas que le Vatican est en train de faire des déclarations. Le monde est dans le tourbillon. Et le pape a un rôle très important. Quand j'étais au Vatican, j'avais un grand dossier sur le terrorisme international et sur le danger que ce terrorisme international représente pour notre pays, qui est mal gouverné, qui n'est pas gouverné du tout, qui est un espace qui peut devenir un espace très dangereux pour la sécurité du monde. Le président Obama l'a dit, que ce qui se passe au Congo c'est une zone très stratégique. Et vous savez, moi, je suis lobbyiste international. Je suis resté dans ce méandre du monde depuis bientôt 35 ans de ma vie. Donc, j'étais au Vatican, non pas seulement pour le Congo, mais nous étions en train d'étudier le futur de la sécurité en Afrique. Et avec Boko Haram, avec les dangers que le Congo représente, avec toutes ces guerres qu'il y a à l'est de notre pays, et la fragilité qu'il y a au niveau de la direction politique du Congo, avec un bonhomme qui est sorti de nulle part, qui est devenu président du Congo. Donc le Congo mérite mieux que ça. Le Congo mérite un leader fort, un leadership fort, une place de choix dans l'intérêt de la sécurité de l'Afrique et du monde, parce que le monde est dans le tourbillon du terrorisme. Du tourisme, oui. Il y a une situation qui revient tout le temps en RDC. Vous avez annoncé en 2011 que vous devez partir en RDC, affronter Kabila. Vous n'êtes pas allé. Et pourquoi ces revirements? En 2011, je n'allais pas affronter Kabila. Il y avait une situation de crise qui s'est passée dans le pays. Je l'ai dit au Congrès américain, je ne suis allé sans embâche au Congrès américain le 11 février 2014. Oui, j'ai vu des images. Devant Feingold. On m'a invité pour rencontrer l'envoyé spécial du président Obama au Congrès américain. Tout à fait. Et dans mon discours, j'ai dit en 2006, au Congrès américain, c'est la première fois qu'un Congolais levait la voix de manière haute au Congrès américain. J'ai dit, en 2006, Jean-Pierre Mbemba avait gagné les élections. Vous nous dites de respecter la démocratie, de respecter les rôles. On avait reconnu. Jean-Pierre Mbemba avait gagné les élections. Je l'ai dit au Congrès américain, personne ne m'a contesté jusqu'à aujourd'hui. Et j'étais à 2 mètres de Feingold. C'est la première fois qu'on s'est rencontrés. Parce qu'on a parlé aussi après, en coulisses, en privé, après cette rencontre, après mon statement. Mais j'ai dit bien que 2006, Jean-Pierre Mbemba avait gagné les élections. On a fait des manœuvres pour les dérouter. Joseph Kabila a continué parce que l'Amérique avait besoin possiblement d'avoir encore Kabila là-bas. Et Mbemba se retrouve en prison. Donc, alors qu'il y a beaucoup de criminels qui sont, à commencer par Joseph Kabila lui-même, tout le long du voyage de l'AFDEL, de l'Est jusqu'à Kinshasa, il y a eu beaucoup de massacres. Vous vous souvenez du dossier de Nations Unies avec l'envoyé spécial à l'époque qui était... Marine Robinson? Non, pas Robinson. En 80, donc Laurent est arrivé à Kinshasa en 97. En 97 déjà, il y a eu un envoyé spécial des Nations Unies. Ils étaient 4 en fait. Non, il y a eu un envoyé spécial des Nations Unies, comment il s'appelait encore? Le nom va me revenir. Il est venu et il a demandé, Mbaye Etienne était à ce moment-là très proche collaborateur le professeur Mbaya était très proche collaborateur de Mouzé. Et moi j'ai vu Mbaya en 97 au mois de juillet, quand je revenais du Canada. Il était question que les Nations Unies aient fait les enquêtes sur tous les parcours de l'Est jusqu'à Kisangani. Oui, on avait tué des gens, on avait enterré des gens vivants, à part James et Joseph Kabila, qui s'appelait à l'époque le commandant Hippo. Donc il y a des gens qui ont des dossiers plus graves que Jean-Pierre Mbemba. Oui, alors on va aller un peu tout doucement dans cette... Et vous avez aujourd'hui notre frère Mende qui parle beaucoup, mais Mende a fait RCD à Goma. Oui, tout à fait. Ils ont tué encore beaucoup de gens là-bas. On va y arriver. Il y a tout un groupe de gens au Congo qui portent des responsabilités de massacres qui ne sont pas encore punis.
Laissez-moi rentrer dans le débat. Ne restez pas sur ces choses que tout le monde connaît, mais on ne les exploite pas. On va l'exploiter. On croit que c'est fini. Non, ça va sortir. Pardonnez-moi. Et nous travaillons là-dessus. Pardonnez-moi, laissez-moi mener le débat d'une manière assez cohérente. Oui, c'est vrai. Je poserai une question simple. Aujourd'hui, vous êtes dans la diaspora. On a vu, comme on a liminaire de notre entretien, vous avez parlé de ces massacres du 19, 20, 21, 22 jusqu'à 25. D'ailleurs, ça continue jusqu'à aujourd'hui parce qu'il y a la répression. On est en train de traquer tous ces gens qui ont manifesté. Et au Katanga, n'en parlons. Non, on ne peut pas oublier, parce qu'au Katanga, aujourd'hui, c'est vraiment des traques. C'est la répression, c'est des traques, après le discours de Moïse Katumbi. Sinon, on n'y arrivera jamais. Ça va, merci. On n'y arrivera jamais. Alors, ma question est la suivante. L'opposition est sortie dans la rue. L'opposition qu'on vilipendait et qu'on critiquait, que voilà, l'opposition était affaiblie, etc. On s'est retrouvé avec une opposition forte aujourd'hui, composée des 25 membres, ces membres-là qui forment aujourd'hui ces collectifs sauvant les Congos. Quelle est la ligne portez-vous par rapport à l'action de ces opposants, y compris bien entendu de notre ami Martin Fayulu? Bon, Fayulu, c'était un ami personnel, parce que vous avez posé la question de 2011, j'avais dit que j'allais retourner. Je vous dis que 2011, après l'élection d'Etienne Tshisekedi, dont je parlais encore au Congrès, et il y a eu la sortie d'un nombre de députés qui ont fait Paris et Londres. Et j'en avais profité pour recevoir Martin Fayulu en privé chez moi à la maison pendant plus de 6 heures à 2, où je lui avais demandé un bon nombre de choses. Et on s'était agréé sur un bon nombre de choses. Et je suis content qu'aujourd'hui, nous avons amené Fayulu à être radicalisé. Parce qu'à l'époque, il avait un pied dedans, un pied dehors. Il n'a jamais eu un pied dedans, un pied dehors. J'ai dit, à l'époque, il était hésitant. Je ne défends pas Martin Fayulu, mais je regarde à peu près la souffrance des opposants, comment ils sont persécutés. Effectivement, c'est ça que j'ai dit, un pied dedans, un pied dehors. Pardonnez-moi, ils sont persécutés, ils sont sur le terrain, vous êtes dehors, tout en ayant votre pullover tranquillement au chaud et regardant les éléments de très très loin et en apportant, si on veut, des accusations et également, bien entendu, vos remarques qui peuvent être pertinentes ou pas, mais simplement vous êtes à l'extérieur de ces combats. Même vous luttez pour que les choses avancent. Donc, ne pensez-vous pas que vous ne devez pas à chaque fois tirer sur ces gens-là qui sont sur le terrain Moi, je ne tire pas sur mes compatriotes qui sont en dedans parce que nous faisons une symbiose. Donc, nous travaillons ensemble. C'est ce que je voulais dire ici, que il faut comprendre que Martin Fayulu, en même temps politique, en même temps homme d'affaires. Tout à fait. Il y a eu un moment où il avait un pied dedans, un pied dehors. C'était d'abord pour se protéger et protéger ses affaires. Mais à un certain moment, je lui ai dit, écoute mon cher, le grand problème que les Congolais ont, parce qu'au Congo, il n'y a que trois boulots. Voilà, être pasteur, être musicien ou être politicien. Il n'y a pas d'homme d'affaires. Donc, le grand problème que les Congolais ont, c'est la pauvreté. Et la pauvreté fait que beaucoup de gens sont achetables comme de pain, des morceaux de pain. Les gens n'ont pas l'idéal. En politique, pour aller en politique, il faut avoir un idéal. Pour faire tout ce que Tchakoudi a fait ici, c'est Tchakoudi seul qui paye. Ça fait 35 ans. Je peux faire autre chose. Oui. Mais les Martin Fayulu, les Mokia, pour ne citer que ces deux-là, le Diongo et les autres, ils se sacrifient tous les jours. Je ne tire jamais sur ces gens-là. Mais je veux, les Wemba et tous ces gens-là se sacrifient jour et nuit. Et ils savent que quand nous parlons, les amis me disent, nous savons aussi que vous êtes dehors. Passer les messages dans le système. Nous avons un système. Où vous avez dit Vatican, vous avez dit parler des congrès. J'étais chez Obama au mois de mai, à la maison chez lui, j'ai fait un discours chez lui. Non, je suis allé voir Cohen pour lui demander qu'il se retire du dossier de balkanisation et qu'il nous laisse récupérer le Congo pour le grandir,
qu'il oublie cette affaire de balkanisation à deux, discussion pendant 1 heure dans son bureau. Pardonnez-moi, Oui. vous revenez souvent sur les États-Unis, on va y arriver tout de suite rapidement au niveau de l'implication des Américains par rapport au tourment congolais, parce qu'il faut reconnaître que les Américains ont œuvré pour que le Congo soit balkanisé aujourd'hui. Ça c'était Cohen, mais je vous dis, depuis le mois de mai, nous sommes entendus, et ça ne se fera plus. Ça ne se fera plus. Ouais. Alors, la question aujourd'hui, qui revient aujourd'hui dans l'esprit de plusieurs Congolais, les Congolais de la diaspora, surtout les Congolais de la diaspora, ils veulent savoir. Vous êtes des leaders de la diaspora, de l'opposition de la diaspora, la résistance de la diaspora. Oui, je viens, la résistance de la diaspora, ouais. le patriote de la diaspora, tout ce qui est comme qualificatif. Alors, je me pose la question, moi d'abord, en commençant par moi, votre serviteur, je me pose cette question en disant, mais vous êtes dans la diaspora là, il reste 22 mois, que proposez-vous par rapport à l'avènement de nouvelles élections qui seront peut-être libres et démocratiques, transparentes, si vous voulez, parce que c'est le mot d'ordre donné par les Américains, l'Union européenne. Alors, vous vous organisez comment ici dans la diaspora? Je suis aujourd'hui à Paris parce que je reconnais les rôles importants de la France dans l'avenir de l'Afrique et aussi l'implication de la France à notre pays. Je connais la position du président Obama sur notre pays aujourd'hui, parce que j'ai été au Congrès au mois de février, j'ai été chez lui à la maison, j'ai fait un discours chez Obama à la maison au mois de mai. J'ai eu à discuter avec beaucoup d'amis qui sont très proches de lui, je ne l'ai pas vu personnellement, mais beaucoup de gens qui sont proches de lui. Ça va faire et nous nous sommes entendus que le Congo mérite mieux, que notre slogan de l'UPR dit « Plus jamais ça ». L'humiliation que le Congo a eue, la descente aux enfers que le Congo est en train de vivre, la souffrance des enfants du Congo. Ça, c'est des discours que tout le monde connaît. Ouais. Mais je vous pose la question simple. Qu'est-ce que vous feriez là? Il nous reste 21 mois, 22 mois. Qu'est-ce que vous avez Aujourd'hui, oui. Le calendrier électoral a été publié sous pression du président Obama, personnellement, avec son envoyé spécial, Russell Feingold. Russell Feingold, nous nous sommes dit qu'il faut aider le Congo à être un grand pays. Parce que c'est important aussi, et pour la France, et pour les Américains, et pour les Anglais, d'avoir un Congo fort. Et de traiter avec le Congo directement, avec les autorités directement, au lieu de passer par Kigali ou par Ouganda, par Kampala. Il n'y a pas que les élections qui nous importent. Non, il y a la respectabilité d'abord des Congolais et du Congo sur le plan international. Oui, mais ça c'est autre chose. Mais je parle de vous, dans la diaspora. Le calendrier électoral, comme vous venez de dire, a été publié. Sous pression de la communauté européenne, l'Union européenne, pardon, et la communauté internationale. Alors, j'aimerais savoir comment vous positionnez par rapport à ces calendriers électoraux. Quand je dis vous, c'est-à-dire que la diaspora et également tous ces candidats qui se prévalent aujourd'hui. Depuis M. Bongos, depuis le 19 février 2014 de Washington, j'ai annoncé que je vais cette fois-ci me présenter comme candidat président du Congo. Ce n'est pas une blague, c'est trop sérieux. C'est après discussion avec les décideurs de ce monde qu'on s'est dit, oui, maintenant il est temps que Tchakoudi mette sa tête dedans. Ça c'est un. Avant d'accepter de me prononcer, j'avais dit à mes interlocuteurs occidentaux que moi j'ai la casquette du nouveau De Gaulle à Londres. Je suis dans la résistance patriotique, je suis le leader de la résistance congolaise. Je rigole un peu avec sourire, il y a un De Gaulle congolais entre guillemets. Non. Vous connaissez ces De Gaulle congolais là? Le seul De Gaulle congolais qui s'est prononcé comme De Gaulle congolais par sa voix et par son physique, c'est l'homme qui est en face de vous. Il n'y a pas un autre. Alors il y a le Mwanda qu'on dit. Non, ça c'est un invisible, donc on ne parle pas des gens qui n'existent pas. Un invisible, il faut les laisser dans l'invisibilité.
Tchakoudia est un leader que vous touchez, voilà, que vous voyez, qui marche, que vous posez des questions en direct et qui vous répond, voilà. et qui ne cache pas son passé. Il est là, il est vivant, il a les mains propres. Donc celui-là, je ne suis pas venu pour que nous puissions parler des gens qui n'existent pas. Il ne faut pas faire exister quelqu'un qui n'existe pas. Si on devait faire la politique, il sort, il doit parler, on doit le voir physiquement. Il a peur de qui? Il a peur de qui? Il a peur de qui? Il n'a jamais fait une interview comme ça en direct avec quelqu'un d'inconnu. Moi, est-ce que je suis votre ami? Non, on n'est pas amis. Oui, je viens, je m'assois, vous commencez vos questions. C'est pour ça que je Pourquoi lui ne permet pas, qu'on lui pose des questions par des journalistes indépendants qui sont de la diaspora ou bien qui sont du Congo, depuis qu'il a fouillé Mobutu, il a fouillé avec Mobutu. Et il a organisé un groupe de jeunes gens qui sont en train de le suivre derrière. Et quand il sort à la radio, des radios sur Internet, il parle et puis il fouille. Il n'y a jamais une question. Donc vous avez bien un leader comme ça où? C'est comme ça qu'il va aller diriger le Congo? Mon cher, parlons des choses sérieuses. Oublions les aventures. Ngwanda fait les aventures. S'il veut faire la politique, il doit sortir. Nous tous, nous sommes visibles. Moi, Kabila me cherche tous les jours. Les Rwandais, les Ougandais. Je suis en Angleterre, je suis gardé. Ma maison est gardée. Vous comprenez? Kagame était dernièrement à Londres, j'ai porté plainte chez le président du Parlement, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, le chef de police de l'Angleterre. Tout le monde m'a écrit. Et j'ai vu la police, la protection est là. Mais lui, il a peur de qui? Lui, il a peur de qui? Il a peur de Congolais qu'il avait tués. Tout à fait. C'est plus simple que ça. Parce qu'il ne peut pas aller dans le milieu des Congolais comme Tchakoudia passe comme ça dans le milieu des Congolais de manière... Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Je n'ai pas fait du mal à mon pays, à mon peuple. Donc je peux voir n'importe quel Congolais, je peux le rencontrer, je voyage partout dans le monde, je suis visible. Alors, dites-moi, alors, comment vous voyez... Je me reproche de rien. Je vais vous répondre. Fayoulous marche, moi qui est là, et les Wemba sont là, et tout le monde est visible. Pourquoi il y a une seule qui se cache? Il y a une question. Revenons sur cette question-là. Alors, quel est votre chronogramme? Ma position est que... Non, le chronogramme, je parle. La position, non. Je parle de votre chronogramme pour les élections, pour le temps qui nous reste. Oui, voilà. Je vais dire d'abord, avant que je commence le chronogramme, que je vous donne mon chronogramme, il faudra qu'on parle d'abord des choses pratiques. Le calendrier, comme j'ai dit, est sorti sous pression, dans la précipitation. Quand vous regardez ce calendrier-là, on vous dit, d'ici quelques mois, les élections au niveau local, au niveau provincial et tout ça doivent commencer. Mais dans cette précipitation-là, pendant ce temps, il n'y a pas eu enrôlement de jeunes de 2011, recensement et tout ça, enrôlement de 2011 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de majeurs. Où sont ces gens-là? La diaspora dans tout ça, moi je suis leader de la diaspora. Je suis le leader de la résistance de la diaspora. Nous nous sommes battus pendant des années ici pour qu'il y ait un changement au Congo. Et la place de la diaspora dans tout ça, nous allons rester sans voter? Non, attendez, pardonnez-moi, je reviens encore. Ça, c'est bien entendu... C'est très important ce que je parle. Pardonnez-moi. Oui. C'est un constat que tout le monde fait. Et aussi, c'est d'observations, c'est des observations que vous apportez, ont une certaine importance. Néanmoins, on ne doit pas oublier l'aspect fondamental de ce que vous faites depuis plusieurs années, le combat. Et aujourd'hui, vous êtes reconnu dans le monde entier. Et quand je dis vous, c'est-à-dire à la diaspora, les résistants et tout le monde là. Donc vous avez marqué en fait votre pierre dans cet édifice de la communauté internationale. Et nationale aussi. Bien entendu. Alors voilà, nationale, bien entendu. La raison pour laquelle, quand les gens marchaient à Kinshasa, ils montraient les colicots en disant Kabila dégage. C'est pas venu comme ça. C'est venu de la diaspora. Très bien. Effectivement. Alors maintenant, ne pensez-vous pas que quelqu'un d'autre va pouvoir vous ravir votre travail de 2 ou une décennie? Vous serez là en ayant la gueule de bois le lendemain de la victoire d'une personne qui tomberait comme un cheveu dans une soupe? Monsieur Wongos, rassurez-vous, toute personne qui se mettra debout pour le Congo, il va négocier avec nous. Toute personne, pour les années à venir, toute personne qui se mettra debout pour diriger le Congo, il doit négocier avec nous et il doit savoir que nous pesons dans la balance du Congo.
Donc, nous n'avons pas peur parce que nous ne sommes pas morts. Il n'y a personne qui nous met debout pour faire ce que nous faisons. Nous le faisons parce que nous sommes des patriotes, parce que nous aimons notre pays. Tous ces jeunes gens, tous ces Congolais qui s'élèvent en Belgique, en France, en Angleterre, aux États-Unis, partout en Afrique du Sud, ils s'élèvent parce qu'ils sentent qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis de leur pays. Mais personne ne peut ravir aux Congolais qui sont déjà debout ce combat-là. Alors, personne. La question que je poserai autrement, oui. Je veux reformuler ma question autrement en disant ceci. Si vous avez l'effectivité, le pouvoir, vous avez le pouvoir aujourd'hui parce que vous êtes candidat aux élections présidentielles de 2016. Oui. Alors, quelle est la première action feriez-vous par rapport à votre programme, si vous avez un programme de société? Première action, je l'ai dit à Washington dans mon interview chez les Américains à Washington le 19 février 2014, quand j'ai annoncé ma candidature, je l'ai annoncé à partir de Washington, après avoir discuté avec les amis. La première des choses que le Congo a besoin, c'est la sécurité et la stabilité. Qu'est-ce que vous faites de l'Est du Congo? Comment vous allez procéder en tant que leader, en tant que président de la République? Le premier acte que je pose, c'est de recréer l'armée, la police et les services de sécurité en temps record. C'est-à-dire? En utilisant les relations que nous avons. Vous savez, je vis en Angleterre, j'ai vécu dans les pays scandinaves, je suis scandinave aussi. Je suis avec les Américains, j'ai étudié au Canada, donc j'ai tout un réseau pour recréer le Congo. Alors, j'ai un réseau. Je souhaiterais savoir. Mais on ne peut pas tout dévoiler ici. On a un réseau pour recréer le Congo. On a un programme pour ça. Une question simple. Oui. Aujourd'hui, le gouvernement pleure en disant que voilà, il n'y a pas un budget pour organiser les élections présidentielles. Ruth Fengol dit, pas question. Vous savez que les élections devaient avoir lieu en 2016, vous devez vous préparer, etc. Effectivement. C'est une forme d'histoire qu'on veut coquifier. L'échappatoire. Le Congolais. Oui. Alors, dites-moi, où est-ce que vous allez puiser les budgets pour aujourd'hui organiser l'armée et la police nationale et aussi la sûreté nationale? Je suis dans le lobby depuis depuis 35 ans de ma vie. Et tout en sachant que le minerai, pardonnez-moi, tout en sachant que le minerai, c'est-à-dire que ce côté potentiel, la richesse potentielle de la RDC est dans des mains de multinationales. Les multinationales qui ont signé déjà des contrats, ce qu'on appelle les contrats léonins, les contrats obscurs, etc., qui ont enrichi, bien entendu, l'oligarchie qui se trouve à la tête de la RDC. Je vais vous dire une chose. Si vous tapez sur Internet, DDP de pays africains, donc, comment on appelle la chose, PIB de pays africains, vous allez voir que le Congo est au bas de l'échelle. Si vous tapez les hommes les plus riches de l'Afrique, vous verrez aucun Congolais. Mais vous allez voir, au Nigeria, il y a Dangote. Et les autres, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Quand je suis à Londres, où la libération de l'Afrique est partie de Londres, je suis dans un milieu de panafricains. J'ai rencontré des hommes qui ont envoyé Nkrumah aller libérer le Ghana. Et Nkrumah, en libérant le Ghana, il a dit, je ne peux pas concevoir le Ghana libre sans l'Afrique libre. Et l'Afrique ne peut pas se libérer sans le Congo. Nkrumah est le seul président africain à avoir écrit un livre sur le Congo, The Challenge of Congo. Le seul président africain à avoir écrit sur le Congo. J'ai eu comme ami Thomas Kanza, qui était l'ami de Nkrumah et de Nasser, qui m'a dit beaucoup de choses pendant des années. Toutes les discussions qu'ils avaient avec Nkrumah en direct dans les années 60 avec le Lumumba, je suis informé. Parce que Kanza était mon ami. Paix à son âme. Mais je vous dis ceci. Je vous dis, le Congo est très important. Mais nous n'avons pas de Congolais multimillionnaires. Nous n'avons pas de Congolais industriels. Pourquoi? Parce que nous avons un gouvernement faible. Le Congo a besoin maintenant, mérite mieux, mérite un président comme Tchakoudi. Ça on le sait, ça on le sait. Alors l'argent du Congo est au Congo. Nous avons des minéraux. Quand on parle de PIB... Potentiellement. Non. Nous avons, il faut valoriser ce que nous avons.
Tout le monde entier ici, mon cher Bongos, veut aller au Congo. J'étais à Washington. Les amis américains me disent, M. Tchakoudia, vous prenez le pouvoir, il faut sécuriser, pacifier, pour que nous puissions venir faire les affaires. Nous voulons faire nos affaires au Congo. Mais ils viendront faire ces affaires. Je leur ai posé la question. Vous voulez venir faire les affaires au Congo sans les Congolais, comme toujours? Je veux qu'il y ait des multimillionnaires congolais, comme ça vous aurez des contreparts. Donc vous aurez des partenaires congolais avec lesquels vous allez travailler. Donc l'argent du Congo existe. Moi j'ai fait les lobbies. Il y a des gouvernements qui votent l'argent du Congo, au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, partout, qui n'a jamais été libéré. En Belgique, il y a notre argent. En France, il y a notre argent. En plus de ça, ce sont ces pays-là. Nous allons créer un fonds. Après la guerre, comment les Américains ont fait? Le plan Marshall, etc. Comment ils ont fait? Ils ont créé des plans. Je ferai le plan Marshall pour le Congo. Je sais comment. Où est-ce qu'il va aller trouver l'argent pour démarrer? Le but du plan Marshall... J'ai été conseiller spécial en matière de sécurité, d'intelligence de Joseph Kabila. J'ai fait 3 ans avec Maître Mbouyou. Après, j'ai fui, je suis parti. Parce que j'ai vu que le leadership était mauvais. Mais moi, je sais que si nous chassons Joseph Kabila et ce groupe-là qui est là-bas, si nous mettons un bon leadership viable au Congo, nous allons démarrer. La question, je reprends encore ma question. Nous allons démarrer. Je dois insister longuement, afin que les amis téléspectateurs puissent comprendre la pertinence de la question, de ces débats. J'aimerais bien savoir, au niveau de votre mallette, entre guillemets, pour sauver le Congo, en termes de projet de société, je vous ai posé la question tout à l'heure, quelle action mènerez-vous dès que vous aurez l'effectivité du pouvoir? Vous avez dit sécuriser D'abord sécuriser, pacifier et mettre en place notre programme de développement. Ensuite, développement comment? Notre plan de développement, je ne vais pas quand même le vendre à tout le monde, mais je vais vous dire que dans les 2-3 années qui vont suivre, nous allons créer, au regard des besoins du Congo, nous allons créer, donc l'État congolais que Tchakoudia va diriger, va créer au moins 10 multimillionnaires, 10 industriels congolais, femmes et hommes, en moins de 3 ans. Ça, c'est l'utopie fonctionnelle. Ce n'est pas une utopie. Je vous dis que c'est pratique et c'est faisable. Pardonnez-moi. C'est faisable. Alors moi, je vois dans un cadre où on parle le pouvoir d'achat de Congolais moyens, lambda, de Congolais, ce qu'on appelle le souverain primaire, qui tourne aux alentours de 1,7 $ par jour. Ça, c'est les rapports de l'APNUD, du programme des Nations Unies. Je vous ai dit que le Congo est au bas de l'échelle. Ça fait 186. Le Congo de Joseph Kabila est au bas de l'échelle. 186. Mais comment allez-vous faire pour essayer de remonter cette courbe? Et comment, en termes économiques, j'aimerais bien avoir quelques idées, comment fonctionnerez-vous par rapport à cela? C'est-à-dire que comment remplirez-vous le panier de la ménagère? Comment créer de l'emploi? Parce qu'il y a 85% de la population est au chômage. Alors, comment vous allez fonctionner pour avoir ces milliardaires? Ça, c'était un petit problème. Je vous dis que Tchakoudia au pouvoir, nous avons un programme que je ne peux pas dévoiler ici, mais je vous dis un peu, dans les termes simples que le peuple peut comprendre, il n'y a pas d'économie dans un pays s'il n'y a pas d'emploi. Et pour créer l'emploi, il faut créer les industries. C'est pourquoi je vous parle ici de la création des hommes d'affaires. Donc je vais créer les hommes d'affaires congolais. Pas qu'un commerce d'achat et de vente, des industriels congolais qui vont créer l'emploi, qui vont payer les travailleurs et qui vont être encadrés par l'État. Donc il faut que l'État que nous allons diriger puisse avoir un programme pour ça. Oui, alors je reviens encore par rapport à votre programme. Oui. Vous parlez dans 3 ans, vous aurez de multimilliardaires en RDC, donc vous allez sortir... L'Angola les a, le Nigeria les a, pourquoi pas le Congo? Parlons de l'Angola, aujourd'hui il y a la récession en Angola. Ça fait 6 mois que les salariés ne sont pas payés. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. On les cache peut-être sous la couverture, mais à la lumière on ne peut pas le cacher sous la couverture. Ça fait 6 mois aujourd'hui, ils ont eu un programme de développement au niveau infrastructure, développement à tout va de leur industrie. En réalité, ils n'ont pas fait balancer, équilibrer avec, bien entendu, leurs produits qu'ils mettent sur le marché, donc le pétrole. Le pétrole, au niveau du prix de baril, comment ça baisse, comment ça descend. Et au niveau des emprunts obligatoires, ils ont un problème.
important aujourd'hui, ils n'arrivent pas à payer leurs partenaires. Croyez-vous que vous allez rentrer dans cette dynamique que l'Angola a pu avoir en montrant que c'est la vitrine de l'Afrique australe aujourd'hui, tout en ayant ces problèmes de paiement des salariés? Je pense qu'il n'y a aucun pays. D'honorer leur contrat. Il n'y a aucun pays au monde qui n'est pas sous la récession aujourd'hui. Même à Londres, en Angleterre où je suis, on parle de la récession. Mais les grandes ici en France, n'en parlons pas. Vous avez donné l'exemple. Je vous dis qu'ici en France, c'est encore pire. Oui, bien sûr. Vous savez qu'il y a la récession ici en France. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, presque tous les pays occidentaux, même aux États-Unis, Obama dit, bon, peut-être il y a peut-être une remontée pour le moment et tout ça. Mais tous les pays du monde, ont ces problèmes, sauf la Chine, un peu qui s'en sort avec ses masses d'argent et tout ça. J'ai vu un pays comme l'Éthiopie. Hier, j'ai regardé un documentaire sur l'Éthiopie. Oui, il y a un développement assez vous avez vu ce qu'ils sont en train de faire? J'ai lu sur l'économie, donc aux Échos, le journal Les Échos a fait un reportage. Je pense que l'Afrique, c'est un continent neuf dans cet élan de la dynamique du développement au niveau social et tout ça. Mais je pense qu'un pays comme l'Angola, il faut féliciter ces gens-là. Ils sont sortis de loin, ils sont sortis des guerres. Nous sommes sortis de quelle guerre? Le Congo est sorti de quelle guerre? 27 ans de guerre. Notre pays est sorti de quelle guerre? Mais la guerre d'agression. Est-ce que c'est une guerre qui a pris Kinshasa, qui a pris Bas-Congo, qui a pris partout? Une grande agression. Non, c'est une guerre d'agression, mais qui est une guerre programmée par Joseph Kabila et ses frères aussi. Donc ça, ce n'est pas une guerre. C'est une guerre ça déstabilise quand même l'économie. Quelle économie? L'économie du pays. Non, ça c'est voulu. C'est entretenu, mon frère. Alors, je suis à Londres, pourquoi? C'est entretenu. Je suis en train de me battre contre le Tutsi Power à partir de Londres. Pardonnez-moi. Ça c'est entretenu par Joseph Kabila, s'il vous plaît. Museveni et Kagame. S'il vous plaît. Oui? Tout ça, on le sait. Oui? Moi, je veux rester dans cette logique. Des élections 2016. Non, ce n'est pas vraiment des élections 2016. Logique qui consiste à dire aujourd'hui, nous sommes prêts par rapport à nos actions, par rapport à ce qu'on a fait dans la diaspora. Il y a plusieurs candidats. Il y en a un qui m'a appelé encore hier des États-Unis en disant Roger, voilà, je viens de faire publier un article au niveau du journal Le Potentiel. Est-ce que vous pouvez jeter un coup d'œil pour nous apporter votre observation là-dessus? Moi, j'ai dit écoutez, moi je veux bien que vous soyez candidat, je veux que vous soyez tout ce que vous voulez. Mais la question que je me pose aujourd'hui, que je pose aussi à ces candidats-là, comment vous allez vous organiser dans la diaspora avec ces multitudes de candidats qui fleurissent de partout, qui sortent de nulle part? Les uns sont connus, les autres sont inconnus, et il y a des opportunistes autour de cela, et d'autres qui n'ont jamais bravé la pluie, les intempéries, la neige. Alors, comment vous allez disqualifier tout ce monde-là? Non, mais moi j'ai dit que... Comment vous allez disqualifier? Il faut quand même disqualifier ces personnes. Il faut donner la chance aux Congolais de s'exprimer. Il ne faut pas avoir peur. Il faut laisser aux Congolais... Nous sommes restés 32 ans dans la dictature de 32 ans de Mobutu, où personne ne pouvait parler, on pouvait tuer, violer, opposer les gens, soupçonner les gens, opposer les gens, et où il n'y avait pas la culture de confiance dans la population. 32 ans sans confiance. Donc, après Mobutu, nous sommes rentrés maintenant avec Laurent Désiré Kabila, qui a voulu au départ commencer comme entonnoir. Donc, Mobutu a géré le pouvoir sous forme d'entonnoir, comme j'ai l'habitude de dire, et Laurent, lui, il est venu par là. Et quand il voulait ouvrir comme ça, il est mort. Il est venu par le village, les Kakodi, les Moïse Kongolo et tout ça. Donc, il est allé au village. Lui. Même les militaires, il allait prendre au village. Mobutu avait commencé avec tout le monde, il a fini au village. Mais lui, Laurent, est venu par le village. Et quand il voulait ouvrir comme ça, il est parti. L'inversion de la pyramide. De la pyramide. Donc, je vous dis que aujourd'hui, avec Joseph Kabila, c'est la guerre d'agression, c'est l'infiltration, donc, le Congolais... Pardonnez-moi. Laissons... Je reviens à ce que vous voulez dire. Pardonnez-moi. Oui. Laissons
cet homme qui va partir en 2016... On ne peut pas le laisser, parce qu'il peut dribbler. Oui, mais attendez. Ils peuvent glisser. Oui, c'est pour ça que je suis en train de le dire. Ouais. Il ne part pas, il n'a pas la volonté de partir. Oui, ça on le sait. Ouais. Ça, c'est la raison pour laquelle je répète encore, je réitère encore ma demande ou mes intentions, ou également mes inquiétudes, en disant, écoutez, vous êtes dans la diaspora, on peut dire, hein, il y a le désordre qui a été organisé ici. Si est là encore le candidat, il y a des gens valeureux ici, mais comment vous pouvez impulser, trouver autour de cette diaspora, enfin dans la diaspora là, quelqu'un qui pourra nous représenter et faire passer nos revendications? Voilà. Oui, mais il faudra que la diaspora... Alors c'est vous? Il faudra que la diaspora soit mature. Moi, je suis président de mon parti politique, UPR. Un parti politique a comme ambition de prendre le pouvoir et de gérer ce pouvoir-là. Laissons le temps au temps. Non. Laissez ces Congolais-là s'exprimer. Pardonnez-moi. Le temps va venir où tout va se passer comme on dit. Pardonnez-moi encore, je repose encore cette même question, je reviens sur la même question. Oui. On n'a plus beaucoup de temps. En termes de temps, je parlais de chronogramme tout à l'heure, en termes de temps, nous sommes pris de court. Nous sommes pris de court, pourquoi? Pour logistiquement, pour organiser les élections ou des élections, il faut prévoir... 4 ans, 5 ans. Voilà. Ouais. C'est pour cela qu'on a un mandat de 4-5 ans. Pendant ce temps, vous devez organiser les élections. Déjà, vous commencez déjà, quand vous rentrez au pouvoir, déjà, vous commencez déjà à préparer les prochaines élections. Parce qu'on sait que les élections vont avoir lieu dans 4-5 ans. Donc, ça doit être un processus. Mais nous avons en face de nous les gens qui ne veulent pas les élections. Pardonnez-moi. Il y a eu ce massacre qui a eu en RDC, le 19 au 25, et ça continue encore, je dis, jusqu'à aujourd'hui. À vouloir modifier l'article 8 avec son alinéa 3, mais ils n'ont pas pu, parce qu'il y a eu la pression des États-Unis, vous le savez, et de l'Union européenne. Mais là, vous avez une opportunité d'aller vers les élections, vous en tant que leader politique, vous en tant que représentant de la diaspora. Quand je parle vous, en tant que représentant de la diaspora, dans le sens où la diaspora aussi a besoin d'avoir son candidat. Alors comment se fait-il que vous tournaillez autour de choses qui n'ont aucune importance et vous ne vous mettez pas ensemble pour trouver entre vous, autour de vous... Non, mais il faut pas faire l'amalgame. Il ne faut pas faire l'amalgame. Il faut distinguer entre les hommes politiques, la société civile, les activistes, hein? Parce que je vois de temps en temps des jeunes activistes qui viennent comme ça sur Internet ou sur Facebook. Oui, moi aussi je suis candidat président. C'est ça que j'ai dit qu'il faut les laisser s'exprimer. Mais l'homme qui est en face de vous, si j'ouvre mon laptop là, vous allez voir que tout le matériel de campagne, c'est déjà... Donc j'ai déjà identifié toute la liste de matériel de campagne avec un budget depuis 2 ans. Alors très bien. Alors, nous avons déjà... Vous voyez, je suis habillé en couleur de l'UPR. Nous avons déjà tous les matériels. C'est une cravate qui coûte 45 euros, au moins plus de 45 euros. Tous les matériels. C'est une cravate. Je dis que tous les matériels de notre campagne nous coûtent au moins 100 millions de dollars. Alors je suis d'accord maintenant de rentrer dans cette logique, dans ce vif du sujet, et que vous me donnez des chiffres. C'est ça que je voulais savoir. Oui. Vous avez dit, pour votre campagne, il faut 100 millions. Oui, 100 millions de dollars au moins. 100 millions de dollars. Oui. Ça se représente comment ces 100 millions? Comment vous allez repartir ces 100 millions-là? Le matériel de ma campagne pour couvrir le Congo a une superficie de l'espace de l'Europe occidentale. Pour faire les élections sur le Congo, si vous voulez toucher tous les Congolais, vous devez toucher au moins la grande majorité des Congolais à travers les 11 provinces du Congo. Je ne parle pas de 26 parce que je ne les reconnais pas. Donc, à travers les 11 provinces du Congo, si vous voulez toucher ces gens-là, que vous voulez faire la campagne, parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun Congolais qui ait fait une campagne électorale au Congo. Continuez, ne parlez pas de Congolais. Donc, pour faire la campagne électorale, l'UPR a fait intervenir des experts qui ont déjà fait des campagnes électorales au Nigeria,
au Congo-Brazzaville, donc pas au Congo-Brazzaville, au Nigeria, du temps de Babo, là, les gens qui avaient fait la campagne en Côte d'Ivoire, et je ne sais pas, dans un pays de l'Afrique, là, tout ça, nous avons fait venir ces experts-là en Suisse, de la Suisse jusqu'à Londres. On a fait un travail de toute une semaine. Et si on va terminer l'émission, je vais vous faire voir le budget. Comment sorti, c'est 100 millions de dollars. Oui, alors 100 sur millions, le Congo. Pardonnez-moi, 100 Oui. millions de dollars, donc vous avez des partenaires, vous avez des investisseurs qui ont voulu participer dans cette... J'ai annoncé ma candidature le 19 février 2014 à Washington. Oui, mais... Ça doit vous dire quelque chose. Oui, peu importe. Moi, le problème, c'est que je vais savoir comment ces investisseurs-là vont se retrouver par rapport à ces 100 millions empruntés. Mon cher ami, ce qui nous lie avec la France... La philanthropie, ça n'existe pas. Non, c'est ça que je viens vous répondre maintenant. Ce qui nous lie, vous parlez à quelqu'un d'avisé. Moi, je ne suis pas Joseph Kabila. Une fois, j'étais au Parlement britannique. Laissez cet homme-là de côté. Moi, je l'oublie complètement parce que je sais que je suis en train de le voir. Je vois maintenant l'avenir. Non, parce qu'il y a des gens qui croient en lui. Mais je vais vous faire voir ceci. Ceux qui croient en lui, c'est-à-dire qu'il y a le mirage qui est aussi dans le désert. On peut croire à cela. Mais moi, je dis, il y a des textes. Je suis en train de me baser sur des textes. Des textes qui ont été publiés, un calendrier qui a été publié, qui montre qu'aujourd'hui, il y a un processus électoral est mis en place et ces processus-là, ça sera respecté. Si ce n'est pas respecté, on va rentrer dans une guerre civile comme on a je vais vous dire une chose. Après le massacre du 19 au 24 janvier, le monde entier, parce qu'il y a eu des images qui sont sorties le monde entier. Avant, il y avait quelques petits groupes comme les Louis Michel et tout ça, qui disaient à tout le monde que non, Joseph Kabila est aimé par son peuple. Mais depuis le 19 janvier au 24 ou 25, cette semaine-là, la semaine-là qui était bloquée, tous ces petits vautours qui racontaient des histoires dans le monde sur Joseph Kabila, comme quoi il était aimé par son peuple, ne savent plus raconter encore des bêtises. C'est pourquoi vous avez vu, Louis Michel vient de faire une déclaration. Oui, mais alors revenons. Maintenant, je vais vous dire une chose. Les 100 millions. Je vais vous dire une chose. Moi, ça ne m'intéresse pas ces choses. Mais je vais vous dire une chose. Vous avez posé deux questions. 100 millions, je vous ai déjà répondu. Non, mais vous avez dit ceci. Si j'ai bien compris votre question, vous avez dit, mais il n'y a pas de philanthropie. C'est pour cela que je voulais en arriver là pour vous dire ceci. En tant que lobbyiste, quand je vais en dehors du Vatican, parce que le Vatican, ce n'est pas un État qui finance les États. Ça finance aussi les choses. Non, pas les États. L'argent de la mafia rentre dans les banques en je ne vais pas rentrer dans ça. Je ne vais pas rentrer dans des choses, des on-dit, des gens de dehors. Les gens qui sont au Vatican, ce sont des gens respectueux, qui font un grand travail dans le monde. L'Église catholique, c'est une grande institution à travers le monde tel qu'il existe. Il n'y a pas un État qui gouverne le monde comme le Vatican. Donc, et vous avez vu Obama qui dit c'est le pape qui m'a aidé à ouvrir les contacts avec Cuba après plus de 50 ans de crise. Normal, donc, ils font un bon boulot de stabilité du pays. Le terme souverain pontife, ça veut dire. Vous avez vu ici, au moment où il y a eu le problème de Charlie Hebdo, le pape a dit qu'il faut respecter la foi des autres. Donc, ce sont des choses qui font réfléchir aux gens. Donc il ne faut pas aller provoquer les gens pour dire après, oh non, voilà, non. Il faut respecter les gens. Parce que si vous attaquez ma mère tous les jours, je vais réagir. Donc, je vais vous dire une chose. Ce qui nous lie avec l'Occident, je suis venu en Amérique du Nord à 19 ans, je suis un enfant de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Ce qui nous lie avec l'homme blanc, avec l'Occident, l'Angleterre, qui a colonisé partout avec le Commonwealth jusqu'à aujourd'hui, ce qui nous lie avec l'Angleterre, la France principalement, les États-Unis, la Belgique et tous ces pays occidentaux, c'est d'abord, leur propre sécurité. 2, l'argent, le business. Quand votre pays ne peut pas promouvoir la sécurité ou les affaires, ils ne sont pas là. Alors, donc, pardonnez-moi. C'est pour vous dire que quand nous discutons le financement de notre parti, nous regardons aussi cet aspect-là des liens qui nous lient avec ces pays-là. Donc nous avons une discussion à la hauteur de nos besoins communs. Une heure ensemble déjà, ça tourne très vite. La raison pour laquelle j'ai dit qu'il faut aller
dans à le l'essentiel. sujet à l'essentiel. Oui. C'est-à-dire que revenons sur l'essentiel. C'est vrai que ce n'est pas aisé aujourd'hui de définir votre programme d'action. Non, nous l'avons. Nous l'avons. Depuis 3 ans, l'UPR travaillait là-dessus. Tout est en place. Tout est en place. Ah, tout est en place. Même si on dit élection demain, nous tombons. On commence les élections. Très bien. Tout très bien. est en place. Alors, on n'est pas surpris. Sauf que nous ne voulons pas des Maloumags. Pardonnez-moi. On ne veut pas des Maloumags. Pardonnez-moi. On ne veut pas de la CENI des Maloumags. Pardonnez-moi. Oui. Tout est en place. C'est ça qui m'intéresse d'ailleurs, de dire quand on dit tout est en place, c'est carré, c'est clair. Je suis un homme politique. Je suis préparé. Pardonnez-moi. L'UPR est préparé comme parti politique. Pardonnez-moi. Alors, est-ce que vous avez vos bases Au Congo? Oui. Oui, nous avons des hommes qui nous représentent. Comment c'est réparti ces Vous bases? savez qu'il y a la répression au Congo. Il y a la répression, il y a les arrestations arbitraires et tout ça, les montages qu'on est en train de faire contre les hommes politiques. Mais nos hommes sont là, ils travaillent tous les jours ici. Je vous ai parlé du Katanga tout à l'heure, qu'il y a des problèmes au Katanga. Ce sont mes hommes. Les bases se constituent comment là-bas? Nous avons des représentants qui travaillent dans le calme en attendant que les affaires commencent. Alors, l'UPR, votre parti, regroupe combien de membres? Le membre, il n'y a aucun parti politique au Congo qui connaît le nom de ses membres. Le peuple congolais est notre membre. Nous allons être choisis par rapport à notre projet et par rapport à notre savoir-faire et à notre compétence. Vous devez avoir des sympathisants. Nous avons le peuple congolais avec nous, qui veut un changement, qui veut avoir un leader fort, qui peut grandir le Congo. Donc tout peuple congolais est membre de l'UPR. Je ne saisis pas trop parce que vous dites responsable d'une formation politique. Oui. Vous êtes un panafricain, pas panafricaniste, un panafricain. Je souhaiterais venir sur ça. On peut que fonder sa force avec sa base, avec ses membres, ses sympathisants, et également l'idéologie que vous amenez sur le terrain. Le dynamisme du parti. Voilà. Alors, comment fonctionnez-vous? Vous fonctionnez dans votre chambre, vous faites comme Rwanda, la vidéo, puis vous en... Non, moi je ne suis pas en Rwanda. Nous avons des hommes sur le terrain. Vous pouvez téléphoner maintenant, ils sont au travail, au Congo. Ils sont dans le Bandundu, ils sont au Kassai, ils sont partout, mais nous leur demandons, Bakende Malembe, qu'ils aillent calmement, qu'ils regardent les choses et qu'ils nous envoient des informations. Je vous dis que nous avons tout un programme établi, mais avec eux, toujours en connivence avec ceux qui sont au Congo. Et qui sont en contact avec les Congolais qui sont au Congo. Nous ne travaillons pas. Est-ce que vous me voyez ici venir réunir les gens dans la diaspora dans une conférence? Non, je ne fais pas ça. Notre travail, c'est au Congo. Oui, c'est là-bas qu'on va y dire. Et j'ai parlé tout à l'heure là du vote de la diaspora. Oui, alors on va revenir sur ce vote de la diaspora. À partir du moment que les revendications-là ne sont pas prises en compte... Mais je suis leader de la diaspora. C'est-à-dire... C'est une revendication que je formule. Comment aujourd'hui, au sein de ce Parlement, même si c'est un Parlement godillot, même si c'est un Parlement qui est corrompu, acheté, un Parlement nommé, on peut aller loin par rapport à notre expression au niveau de qualificatif. Mais mettez-vous d'accord avec ceux qui se battent aussi au sein de ces parlements-là, qui sont aussi des virulents, ils sont contre Kabila, pour faire passer cette loi qui consiste à faire voter le Congolais de la diaspora qui sont... Je vous retourne pour vous faire voir le caractère nuisible de ce calendrier électoral. Pensez-vous que de maintenant là, jusqu'en juin, juillet, donc jusqu'en 2016, vous allez avoir à enrôler tous ces Congolais qui sont dans la diaspora? Nous sommes près de 10 millions de Congolais dans la diaspora. Donc, cette affaire de calendrier électoral pose déjà un problème. Donc, la mauvaise foi des gens qui sont au Congo, de vous sortir le calendrier aujourd'hui. Non, l'histoire de... Je peux revenir, je peux répondre à cela rapidement. Nous avons nos représentations diplomatiques dans toute l'étendue... Qui n'existe pas. Qui n'existe pas, le nom, il n'existe pas. Pardonnez-moi. Ils n'ont qu'une logistique pour faire ça. Oui, mais
Ils n'ont même pas de moyens, ils vivent par des passeports qu'ils vendent. Il n'y a rien dans les ambassades du Congo. C'est vrai. On peut, c'est la raison pour laquelle je dis que vous avez failli à votre mission. Monsieur Bongos, j'ai été nommé ambassadeur par Laurent Désiré Kabila au Canada. Je lui ai dit non, je ne pars pas au Canada. Pardonnez-moi. Je connais ce qui se passe dans nos ambassades. Il n'y a rien là-dedans. Pardonnez-moi. Vous avez failli à votre mission. Donc, tout cela, vous le saviez en disant que, voilà, on est en termes de logistique, en termes de recensement de gens de la diaspora. Il faut d'abord 3 ou 4 ans. Mais un homme politique, par essence, intrinsèquement, a la vision, contrairement aux autres, des gens qui sont des citoyens normaux, je peux dire ainsi. Oui, effectivement. Que les citoyens normaux me pardonnent. Mais dites-moi, vous aurez dû prévoir aussi cette histoire d'enrôlement des gens de la diaspora, de faire une liste électorale pour les gens de la diaspora, enfin de le mettre sur une table devant une commission, et cette commission-là, vous devez représenter... Nous ne sommes pas le gouvernement du Congo, nous, la diaspora. Il y a des gens qui ont... Pardonnez-moi, il y a un gouvernement qu'on appelle le gouvernement provisoire en exil, vous le savez, ce gouvernement peut exister. Pourquoi vous n'avez pas consulté ce gouvernement? Oui, mais nous avons un problème de moyens. Si notre gouvernement d'exil... Vous avez 5 millions? Non, le 100 millions que l'UPR est en train de chercher, c'est pour aller aux élections. D'accord, chercher. C'est pour aller aux élections. Chercher, alors c'est un autre problème. Mais écoutez, il n'y a personne qui va vous dire que j'ai un compte quelque part où j'ai mis 100 millions pour aller aux élections. Il n'y a personne. Donc vous êtes des opportunistes tous? Nous ne sommes pas des opportunistes. Nous ne sommes pas des opportunistes parce que nous avons des mains qui touchent quelque part. Nous savons ce que nous voulons. Nous savons que Tchakoudia n'est pas un opportuniste. Donc, nous avons des mains qui touchent quelque part. Et nous avons convaincu ces amis-là que le Congo mérite mieux. Nous sommes en train d'y travailler. Alors, mais il faut aussi, parce que vous posez cette question d'opportunisme, il faut aussi qu'on dise aux Congolais qu'ils doivent prendre en charge leurs responsabilités. Nous sommes 10 millions de Congolais. Nous sommes 10 millions de Congolais en exil. Vous savez pourquoi je ne fais pas de conférence avec les Congolais? Parce qu'ils vont venir 2000, 3000, ils vont vous écouter et puis ils vont partir. Ils vont vous bombarder des questions, vous fatiguer et tout. Et puis après, ils ne savent même pas où est-ce que vous logez, qu'est-ce que vous mangez pendant que vous êtes en séjour à Paris. Mais ils viennent vous bombarder des questions et puis ils partent. Et c'est fini, ils sont allés boire leur alcool et puis ils sont en train de s'amuser, c'est tout. Et voilà pourquoi nous nous concentrons aux Congolais qui ont vraiment besoin d'un changement. Ce sont ceux qui sont au Congo. Moi j'ai dit qu'il faut en appeler à la responsabilité des Congolais comme peuple, surtout la diaspora congolaise. Elles doivent s'organiser financièrement. Il ne faut pas seulement dire aux politiciens que non, vous allez trouver l'argent où, mais nous pouvons trouver cet argent-là entre nous si nous nous organisons. Nous sommes capables d'aligner un candidat de la diaspora avec nos propres moyens, s'il vous plaît, comme diaspora. S'il vous plaît. Ce que je me suis... ce que j'ai compris dans tout ce qui se passe dans la diaspora, je me suis aperçu également que le discours vont bon train dans la diaspora. Quand il s'agit de présenter des faits ou actions ou un projet ou des éléments qui nous ramènent vers cette formalisation professionnelle, comme je dis, c'est-à-dire que dans la logique, que voilà, quand on fait de la politique, c'est professionnel, c'est quelque chose de calculé, de bien monté, c'est réglé comme une machine. Mais en réalité, vous êtes encore dans des discours. Je ne sais pas si le vous veut dire l'UPR et Tchakoudia ou la diaspora. La diaspora. Non, la diaspora n'est pas un homme ou un corps. Un corps unique. Nous sommes multiformes et multidimensionnels. Il y a des gens qui sont dans la diaspora pour accompagner les idées des leaders de la diaspora, qui ne sont pas des politiciens. Il y a des gens de bonne foi, des mamans et des papas de bonne foi, qui ont donné beaucoup de moyens à certains leaders de la diaspora, mais qui ont été détournés. Moi, je compte sur cette diaspora. Vous accusez qui? Personne. J'ai dit qu'eux-mêmes se connaissent. Ceux qui ont fait ces choses-là se connaissent. Parce que moi, je rencontre les mamans, les papas qui me disent, papa, mais ça comme bon, on a vu ça, mais l'argent va où? Hein? Mais vous n'allez pas leur demander, vous avez donné à qui? Mais ces gens-là se connaissent. Il y a des opportunistes qui rentrent dans ce travail-là pour aller escroquer les gens, faire du n'importe quoi. Mais nous sommes des leaders politiques. Nous avons des responsabilités vis-à-vis de notre nation et de notre peuple. Et nous devons faire en sorte que nous puissions arriver à trouver une solution pour ce peuple-là. Moi, il me reste 10 ans pour vivre. J'ai 57, 58 ans aujourd'hui.
Dans 10 ans, je suis fini. Je ne vais pas rester en politique éternellement. Après 10 ans, je considère que c'est fini. Je peux aller me reposer dans ma ferme en Mbujimaï. Alors, vous comprenez? Dans votre ferme en Mais Mbujimaï, si on doit faire un travail, on doit le faire maintenant. Pardonnez-moi, dans votre Et ferme, de bonne manière. dans votre ferme en Mbujimaï, est-ce que vous reléguez maintenant le leader Etienne Tshisekedi dans sa ferme à Kabeka-Mwanga? Bon, Pardonnez-moi, comme notre ami, son ancien directeur de cabinet, vient de faire une déclaration à la télévision, télévision non confrère Télé 5 Monde, en disant ceci, le dernier combat de là, c'est qui? Vous parlez de qui? Vous le connaissez? C'est qui? Albert Moleka. En disant que voilà, c'était en 2011, c'était ce combat, le combat de sa vie. Maintenant, comme il a loupé ses combats à peu près de sa vie, donc c'est fini, il peut se reposer. Bon, écoute, je ne peux pas parler pour Etienne Tshisekedi, que je respecte beaucoup, qui a fait un grand travail pour notre pays. J'ai beaucoup de respect pour son combat, pour ses sacrifices et pour tout ce qu'il a enduré avec ses collègues. Les 13 parlementaires, dont mon oncle que j'ai enterré, honorable Kanana Isidore Tchongo, qui était son ami. Donc, l'UDPS a été créé dans ma maison. Je sais ce que nous avons enduré comme famille. J'ai enterré mon oncle avec le cœur déchiré par les Ngwanda et les autres. Donc, j'ai perdu mon petit frère Ali Pen, j'étais du 2e étage en 85. Donc, nous avons enduré des choses. Et tu sais que dit enduré beaucoup. Les cas de Ngwanda là, à l'IPN, tout le monde, tous les Congolais savent. L'étudiant qui a été jeté du 2e étage à l'IPN en 85. C'est mon jeune frère, 3e après moi. Pour quelles raisons? Pour rien, il n'y a jamais eu d'enquête. Donc, je vous dis, Kanana est mort. Honorable Kanana, fondateur de l'UDPS, est mort avec cœur déchiré, tombé à l'aéroport de Zaventem. J'ai pris le corps, j'ai donné à maman Marthe, l'épouse de Tshisekedi, pour aller enterrer à Mbujimaï. Donc, je connais les souffrances que Tshisekedi a eues dans sa vie. Dieu est grand, qu'il vit encore. Et qu'il est encore fort. Personne ne peut dire que Tshisekedi est terminé, parce que Mandela est arrivé au pouvoir en quel âge? Donc, on ne sait jamais. Et lui-même n'a jamais dit. Il parle, non, Tshisekedi parle. Donc, il n'y a personne qui a la part. Moleka, c'est un jeune homme que je respecte beaucoup, c'est un ami, j'étais avec lui à Washington l'année passée. J'ai fait une réunion avec lui de 20h à 2h du matin. Donc, je connais ce que Moleka veut. Il a été trahi. Je connais ce que Moleka veut. Il a été trahi par celle qui venait citer son nom, Maman. Ça, je ne connais pas. Je suis président de l'UPR. J'ai mon directeur de cabinet, j'ai mon équipe de travail, j'ai ma façon de fonctionner. Vous êtes un Tshisekidiste aussi. Je suis... Écoutez, j'étais à l'école de l'UDPS. C'est Tchakoudia qui a mis l'UDPS dans le pays scandinave. Et je vous dis que l'UDPS est fondé dans ma maison. Peut-être que Tshisekedi est tchakoudiste aussi. Oui, je vous dis que Tshisekedi peut être tchakoudiste dans son fort intérieur. Parce qu'il a suivi tout ce que je fais pendant des années, lui et son épouse. Vous avez compris? Alors, pardonnez-moi, j'ai beaucoup de respect pour lui. Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a ce déchirement au sein de l'UDPS? On va les dire. Je ne veux pas en parler parce que je ne suis pas de l'UDPS. Je ne connais pas cette cuisine interne. Mais il n'y a aucun déchirement parce que l'UDPS est un parti qui est le plus expériencé. Vous êtes de mauvaise foi en disant qu'il voilà, n'y a pas un déchirement. Il n'y a pas un déchirement. Alors, donc il y a peut-être des tentatives de positionnement, mais il n'y a pas un déchirement. Tentative de positionnement. Est-ce qu'un leader qui se voit partir, parce qu'il sera obligé de partir un jour, ne laisse pas un testament politique par rapport à son... Qu'est-ce que vous dites que Tshisekedi n'a pas un testament politique? Il n'y a rien. Non, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous êtes dans sa chambre? Il n'y a rien, on le voit. Dans son bureau? On n'a pas besoin d'être dans sa chambre. On n'a pas besoin, avec ce parti qui est l'UDPS, d'avoir de l'histoire... Moi, je préfère qu'on clôt le dossier UDPS, qu'on parle de l'UPR. Il ne faut pas... Nous sommes des adultes. Vous savez quel est mon âge aujourd'hui? 58 ans. Vous savez, quand est-ce que j'ai commencé à parler de l'UDPS? J'ai commencé à parler de l'UDPS quand j'étais étudiant au Canada à l'âge de 21-22 ans. Pendant qu'on les torturait là, moi je les défendais par le gouvernement canadien pour qu'on les libère là-bas. Vous avez compris? Mais aujourd'hui j'ai 57 ans. Je vais toujours continuer à parler de Tshisekedi. Alors voilà, revenons. Parler toujours Revenons. On peut ne pas parler de Tshisekedi. Chacun doit faire son travail. Revenons sur... Mais nous devons reconnaître que Tshisekedi c'est un monument pour le pays. Pardonnez-moi. C'est le père de la démocratie du Congo. Pardonnez-moi. Vous avez dit ne plus parler. Alors... Mais on ne peut pas dire que non, on va les chasser. Ou bien maintenant c'est fini, on va les jeter. S'il vous plaît. Puis on va continuer. Non, on doit avoir du respect pour nos leaders. S'il vous plaît. Vous avez dit il ne faut pas saupoudrer cette situation. Il ne faut pas le dire. Il faut pas... vous n'avez
rien à voir avec cette histoire de DPS. Alors, mais non, je dis qu'il y a eu DPS, il y a la personne de Tshisekedi. Oui, mais faisons si vous voulez parler de la personne... Tshisekedi, en 2011, a été élu par le peuple congolais, pas par l'UDPS. S'il vous plaît. C'est par le peuple congolais. On va terminer avec ça. Oui. On va terminer avec ça. Comme vous avez dit, il a été élu par le peuple. Moi, je suis le peuple. Oui, vous êtes le peuple aussi. Qui a poussé... Vous ne l'avez pas élu, vous. Non, pardon. Qui a poussé... Dites-moi un peu, vous ne l'avez pas élu. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Oui. Qui a poussé sa famille, ma famille qui est en RDC, d'élire Etienne Tshisekedi. Très bien. Pardonnez-moi. Vous avez posé un acte patriotique. Pardonnez-moi. Donc, j'ai tous les droits aujourd'hui de se réclamer de l'IDPS ou de se réclamer de Tshisekedi ou de se réclamer de son combat. Et aussi, si c'est votre droit en tant que citoyen congolais. S'il s'agit de l'attaquer aujourd'hui, je suis dans le droit de l'attaquer parce que je me sens... De le critiquer, pardon. Pas de l'attaquer, de le critiquer. Pardonnez-moi. Je fais ce que je veux parce que j'ai... Critiquer ou attaquer? Je fais tout. Je fais tout. À la fois de le critiquer et de l'attaquer. Pourquoi? Parce que je me suis senti aujourd'hui lésé à mon fort intérieur, dans ma vie, dans ma morale et dans ma conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, s'il a été élu par le peuple, son vote a été piétiné. Il avait dit, dormez comme le sommeil de bébé. Ça, je lui ai reproché ça. Voilà. Ouais. Vous voyez, dormez comme le sommeil de bébé. Et deuxièmement, il nous envoie encore aujourd'hui vers cet accord cadre d'Addis Abeba, avec la résolution 2098 qui consiste à aller vers un dialogue. Donc il nous pousse à aller vers un dialogue. Il dit, voilà, je vais récupérer l'impérium. Il dit que voilà, la vérité des urnes. Après, il nous ramène vers le dialogue. Il a touché combien pour dire ce genre de propos? Non, non, on ne parle pas en termes de toucher combien chez Tshisekedi. Non, si Tshisekedi devrait toucher, Mobutu devrait être content. Parce que moi, je vis dans ma maison. Mon oncle m'a dit des choses avant de mourir. Il a fait 1 mois dans ma maison, honorable Kanana Tchongo. Je l'ai fait venir à Oslo avant de mourir avec ses tortures. Après ses soins en Belgique, il est venu à Oslo. Il a passé 1 mois dans ma maison en 92. Il m'a dit tout sur les relations avec Mobutu. Ce sont des gens qui allaient chez Mobutu les nuits. Mobutu dit, Boya, je vous donne, vous Kanana, membre président du Parlement, Tshisekedi, vous devenez vice-président. L'argent est là, des malles d'argent, dollars et tout ça. Dollars, tout l'argent du monde. Et puis ils regardent Mobutu, ils disent, est-ce que nous faisons tout ça pour ça? Donc, ce n'est pas Joseph Kabila. Même Tchakodia ici, Mobutu a tout fait pour m'acheter. Je ne suis pas achetable. Nous ne sommes pas des artistes. Nous ne sommes pas des pains, des habits, des maisons achetées. On va terminer, on arrive à la fin. Mais j'ai beaucoup de respect pour le combat que ces gens ont mené jusqu'au sacrifice suprême. Je vis mon oncle tomber à l'aéroport de Zaventem. Pardonnez-moi, vous l'avez dit, on va terminer. Je vis mon frère tué à l'IPN par Lingwanda. S'il vous plaît. Ça, c'est l'émotion. Je vis beaucoup de Congolais tués. S'il vous plaît. Violés, emprisonnés, enlevés, disparus pendant le moboutisme. On ne veut plus de discours. Donc, Kabila n'a pas d'argent pour corrompre Tshisekedi. Ça, il faut respecter cet homme-là. S'il vous plaît. Il faut le respecter. S'il vous plaît. Je souhaite que vous ne coupez pas ce que je suis en train de dire maintenant. Je ne coupe jamais rien. C'est pour les Congolais, c'est très important. Il faut, les Mandela a été respecté en Afrique du Sud, même pendant 27 ans de prison. Vous pouvez parler, vous pouvez dire tout ce que vous voulez par rapport à ce que vous êtes en train de dire, c'est que des discours. Moi, je suis en train de terminer cette émission en disant que vous n'avez pas un programme, c'est que j'ai compris. J'ai un programme. Pardon. Non. Le LUPER a un programme. Laissez-moi terminer. LUPER a de l'argent pour arriver et prendre le pouvoir au Congo. Oui. LUPER a des relations au niveau mondial. Est-ce que vous allez me laisser terminer au moins? Oui. Non, il ne faut pas me faire dire ce que moi je n'ai pas dit. J'ai dit que je ne pars pas au Vatican pour m'amuser, je ne pars pas au Congrès américain. Vous avez bien quoi? Un Congolais parler au Congrès comme vous m'avez vu? S'il vous plaît. Il ne faut pas minimiser les gens. Donc je vais vous dire, monsieur Bongos, que vous devez respecter mon action. Et que vous devez respecter Tchakodia. L'homme qui est en face de vous n'est pas un aventurier. N'est pas un parvenu. Ce n'est pas un Congolais qui va au Congrès américain devant le congressiste américain, parler et poser le problème du Congo. Il faut savoir me dire quand même merci. Pardonnez-moi. Et c'est avec mon argent, mon temps, mon énergie et mes relations. Oui, très bien. Merci, monsieur Ça, respectez ça. Monsieur Tchakoudja. Il faut dire aux Congolais de respecter Tchakoudja. Tchakoudja n'est pas un type sorti du néant. Je suis reçu au Parlement anglais, dans la Chambre de l'ordre anglais. Je pose le problème du Congo à travers le monde avec respect de ma personne. Vous allez je ne suis pas créé par quelqu'un, je suis self-made person. Je ne suis pas Ngwanda créé par Mobutu. S'il vous plaît.
Est-ce que vous êtes... Je suis Tchakoudia. S'il vous plaît, merci à vous. Donc, vous voulez terminer comme ça, vous terminez... Non, je termine en insistant que non, il faut un peu du respect. Je ne suis pas un aventurier qui est en face de vous, monsieur Bongos. Laissez-moi au moins... Vous avez affaire à une personnalité internationale respectable. S'il vous plaît, ça c'est vous qui... J'ai ma fille qui est banquière à Londres. J'ai une fille qui est bariste à Londres. Je ne suis pas un type de la rue. Par contre, ça, je vais le couper. Oui, je ne suis pas un type de la rue. Ça, je vais le couper parce que... Non, si vous voulez m'imposer, que vous attaquez Tshisekedi, vous faites comme ça. Moi, je vous dis que l'UDPS est créé dans ma maison. Est-ce que vous pouvez... Et que j'ai enduré les souffrances que Tshisekedi a endurées. S'il vous plaît. Et que nous avons besoin du respect. S'il vous plaît. Donc, vous n'êtes pas là à crier. Vous êtes là non, je ne crie pas, je vous dis, j'insiste. Vous avez dit que vous attaquez. Moi, j'insiste. S'il vous plaît. Que vous devez avoir le sens de respect des personnalités politiques congolaises. Sinon, personne ne vous respecte. S'il vous plaît. Personne ne vous respectera avec ça. Est-ce que vous allez comprendre? Je vous comprends, mon frère. Est-ce que vous êtes un homme où vous voulez la démocratie et vous laissez au moins le temps de parole aux gens? Je vous laisse la parole. Mais vous avez dit des choses qui ne tiennent pas debout. Pardonnez-moi. S'il vous plaît. Est-ce que vous allez terminer? Parce que si vous continuez comme ça, vous êtes un homme des médias. Vous devez savoir ce qu'il dit, que vous dites aux médias. Si vous avez vos problèmes personnels, ne les amenez pas dans le média, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous devez être impartial, objectif. Je le suis. C'est ça un journaliste. Pardonnez-moi. Mais si vous avez vos problèmes, vous venez de dire, vous venez de parler de vos problèmes personnels avec Tshisekedi. Et vous voulez prendre ça, mettre dans ma tête. Non, ça je ne veux pas du tout. Est-ce que je vais terminer au moins? Terminez. Est-ce que je vais terminer? Maintenant je vais terminer. Regardez, vous transpirez, mais ce n'est pas très bien. Ce que vous faites en termes de communication. Non. Laissez-moi terminer. Parce que là, vous n'avez pas joué le rôle de journaliste. Pardonnez-moi. Est-ce que je vais couper les... Ce que vous venez de dire, est-ce que c'est la déontologie d'un journaliste? C'est ce que vous venez de faire là. Laissez-moi... Avec une personnalité comme vous. Laissez-moi terminer. Si vous avez des problèmes personnels, ça sont vos problèmes personnels. Est-ce que vous allez me laisser... S'il vous plaît, oui. Vous allez me laisser... Je vous laisse terminer. Mais est-ce que vous pouvez demander pardon devant tout le monde que ce que vous venez de faire, vous avez exagéré? Pardonnez-moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que moi, j'ai travaillé avec les médias du monde. Je connais les rôles d'un journaliste. La déontologie journalistique. S'il vous plaît. Sinon, moi, je vais lever non, mon frère. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Maintenant, ça suffit. Ça va. Ça suffit. Non, mon bon gosse, j'ai beaucoup de respect pour vous, non. Mais ne faites pas ça. S'il vous plaît. Quand vous avez quelqu'un que vous interviewez, ne le mettez pas dans vos problèmes personnels. Non, s'il vous plaît. Ce n'est pas la déontologie d'un journaliste. S'il vous plaît. Si je savais, je ne pas vous inviter ici. Non, mon frère, je suis venu à Paris par mon argent, je vis à l'hôtel par mon argent. Je respecte votre travail, c'est pourquoi je suis venu. S'il vous plaît. Je peux passer ici sans vous voir. Non, si vous dites que si vous m'avez invité, non, je ne m'en dis pas d'être invité par vous. S'il vous plaît. Oui, je ne m'en dis pas. Je vous dis des choses qui sont vraies en face. Comme vous m'avez dit aussi en face que vous pouvez l'attaquer, vous pouvez l'écouter. S'il vous plaît, est-ce que vous allez terminer au moins? Ça va, j'ai terminé. Alors, ce que j'ai compris dans votre discours, donc il y a certaines personnes qu'on peut toucher, certaines personnes qu'on ne peut pas toucher. Non. Laissez-moi terminer. Ça va. Allez-y. Laissez-moi faire le déroulé de ce que je vais dire. Allez-y. Certaines personnes qu'on peut toucher, d'autres ne peuvent pas le toucher. Vous êtes en train de rentrer dans une logique en m'expliquant comment travailler. Ça, c'est aussi... non, mais parce que vous... Est-ce que vous allez me laisser terminer? Mais ne concluez pas comme ça en me faisant dire des choses. Je ne vais pas conclure. Parlez, posez des questions. Vous êtes journaliste, vous posez des questions et je vous réponds. Alors, mais vous me posez des questions, vous répondez par vous-même. Vous ne faites pas du journalisme. Pas du tout. C'est moi qui suis là pour répondre à vos questions. Posez vos questions. Alors, maintenant, posez-moi les questions et moi je vous réponds. Ne répondez pas pour moi. Ne concluez pas pour moi. Ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dit. Monsieur Tchakoudji. Oui, s'il vous plaît. Avec tous les respects que je vous dois, je ne fonctionne jamais comme ça. Est-ce que vous devez respecter? Je suis un homme libre. Je suis venu au Canada à 19 ans. J'ai vécu que dans tous ces pays étrangers. Je suis un homme très libre. Et je crois à la démocratie. Non, mon frère.